Périnérale. Également sur la tête, parfois on ne voit pas d'hypermétabolisme à ce niveau, alors que sur les reins, déjà en T1 sans injection, on voit qu'il y a un épaississement ici qui part du ganglion de Gasser qui va vers le foramen rond. Et une fois qu'on injecte, on voit bien cette extension périnérale donc, qui nous permet de voir l'extension lésionnelle. Alors, le fait de disposer d'autant d'informations dans des cas, vous l'avez compris, relativement complexes, ça permet vraiment d'augmenter la confiance des imageurs et aussi, je crois, d'augmenter celle des chirurgiens lorsqu'ils reçoivent nos comptes rendus. Un cas ici relativement simple, en fait, d'un bilan d'extension d'un carcinome épidermoïde gingivo-mandibulaire. Sont présentées ici donc les images pondérées en T1 après injection de gadolinium et ensuite la fusion avec la TEP. Donc ce patient avait une lésion gingivo-mandibulaire de localisation symphysaire, donc médiane, qui non seulement se développait sur le plancher buccal, on le voit ici, mais également touchait la médullaire osseuse. Par ailleurs, chez ce patient, on avait vu un certain nombre de ganglions, mais un nous semblait particulièrement suspect, d'une part parce qu'il avait un métabolisme extrêmement élevé, c'est ce ganglion qui est situé dans le secteur 2A gauche, mais en plus il était nécrotique. Donc au terme de cet examen, on pouvait proposer une stadification TNM du style T4A, N1, et enfin le bilan d'extension corps entier n'avait pas montré de lésion suspecte sur le reste de l'organisme. Alors ce patient, étant donné l'infiltration médulaire, a eu une pelvimandibulectomie interruptrice. De fait de la localisation médiane de la lésion, il a eu un curage ganglionnaire bilatéral et après intervention, donc les résultats définitifs d'ANAPAT confirmaient l'atteinte médulaire et sur les 36 ganglions qui avaient été retirés, eh bien, il y en avait un qui était celui qu'on avait vu, qui était effectivement métastatique et en rupture capsulaire. Alors, dans un certain nombre de cas, il est clair que le fait de disposer non seulement de l'information, on va dire, métabolique, mais également de l'IRM multiparamétrique permet de gagner en précision diagnostique. Pour exemple, cette patiente-là, qui était suivie pour un carcinome épidermoïde de la langue gauche, qui avait été multi-opérée, et dont la dernière intervention chirurgicale datait de 2016, à la suite de laquelle donc, elle avait eu une reconstruction avec un lambeau, et puis début 2017 apparaît sur le site opéré de nouveau une petite plaie, mais nettement infracentimétrique, érosive, qui persistait sous antibiothérapie. Donc elle nous a été adressée pour un contrôle, en sachant vraiment qu'à ce moment-là, le chirurgien hésitait vraiment entre un processus infectieux ou éventuellement une récidive tumorale. Alors, donc, sur ces images-là, alors tout d'abord sur les T1 après injection de gadolinium, on voit une prise de contraste du bord postérieur de la langue qui est plutôt latéralisée à gauche, mais finalement, il y a aussi, on se demande s'il n'y a pas une petite prise de contraste à droite, il y a des artefacts dentaires. Donc, cette prise de contraste, on peut dire que ce peut être éventuellement une prise de contraste banale post-thérapeutique. La séquence axiale T2 ne permet pas d'avancer beaucoup plus sur le dossier. En TEP, un peu comme d'ailleurs le T1 Gado, on a un hypermétabolisme qui apparaît sur l'image de fusion relativement diffus ici, comme on peut le voir, et encore ce métabolisme est assez modéré chez des patients qui ont été multitraités. En revanche, quand on regarde vraiment l'image de TEP, cette fois-ci seule, on voit qu'au sein de cet hypermétabolisme un peu diffus, il y a un spot ici, un point où vraiment il y a un renforcement du métabolisme qui apparaît beaucoup plus focal, mais qui reste somme toute quand même assez modéré. Donc, en sachant ça, on va regarder plus précisément nos séquences avancées. Donc, comme on a dit, dans les cas de recherche de récidive, on va faire des séquences de perfusion. Donc, ici, nous avons une carte reconstruite de la perfusion T1. Et finalement, on voit qu'il y a un petit foyer d'hyperperfusion qui correspond exactement au foyer d'hypermétabolisme qui est envoyé sur la TEP. Également, sur la séquence de diffusion, on voit un hypersignal en diffusion qui correspondait à la restriction de diffusion à ce niveau. Donc, nous avons plusieurs arguments avec lesquels on a pu affirmer avec une confiance plus ou moins importante qu'il y a probablement une récidive. Et le patient, donc, il a eu un exercice chirurgical où récidive tumorale était bien confirmée exactement à ce niveau.
Donc, TEP-IRM est intéressant pour le suivi thérapeutique, pour recherche de récidive, mais aussi pour le suivi en sous-traitement. Donc là, par exemple, c'est un patient avec un carcinome canalaire parotidien qui était traité par la chirurgie puis par radiothérapie en 2015 et un an et demi plus tard, en avril 2017, il revient pour une hypoacousie bilatérale et diplopie. Donc, dans ce cadre-là, il passe une première TEP-IRM donc, sur laquelle on voit une assez large prise de contraste ménagée qui prédomine au niveau de l'angle pantocérébelleux à droite. Et quand on regarde dans cette région-là sur la TEP, donc ça nous permet de nous orienter pour voir où est-ce qu'il faut regarder plus précisément. On voit bien qu'il y a un hypermétabolisme à ce niveau. Donc, avec ça, on peut confirmer qu'il y a bien une infiltration ménagée tumorale pantocérébelleuse à droite. Maintenant, à gauche, nous voyons également une prise de contraste. On regarde de l'angle pantocérébelleux gauche avec une extension péronéale donc qui va dans les conduits auditifs internes. Mais à ce niveau-là, pour le moment, on ne voit pas encore d'hypermétabolisme. Donc finalement, l'ensemble des arguments sur TEP et sur l'IRM nous permet d'affirmer qu'il y a une attente leptoméningée bilatérale. Le patient est mis sous traitement et donc il revient en août 2017 pour un contrôle. Donc en IRM, à droite, finalement, on voit une prise de contraste qui est globalement stable, mais maintenant qu'on regarde sur la TEP, il y a une augmentation d'hypermétabolisme. Donc on a l'impression que les patients, ils progressent. Quand on regarde à gauche, finalement, les deux modalités sont assez bien concordantes parce qu'il y a d'une part une augmentation de prise de contraste et d'autre part, maintenant, on voit bien apparaître une image en hypermétabolique à ce niveau-là. Donc il y a bien une progression, donc le traitement n'est pas efficace. Donc ici, sur la fusion, on voit bien cette progression. Donc, le traitement a été modifié. Alors, nous avons étudié sur nos 120 premiers patients qui ont eu leur bilan TEP-IRM de tête et cou, la performance de la TEP-IRM, donc de notre diagnostic, par rapport au gold standard qui est dans l'histologie. Donc, la plupart des patients étaient venus pour les bilans initiaux. Et la plupart des histologies, c'était les carcinomes épidermoïdes, mais en même temps, on a quand même eu un certain nombre assez important de carcinomes adénoïdes kystiques et un certain nombre de sarcomes. La localisation principale est en cavité orale, mais aussi les glandes salivaires. Donc, les patients qu'on a analysés, c'est ceux qui ont eu l'exérèse chirurgicale et le curage ganglionnaire. Donc finalement, par rapport à stadification, nous avons eu de très bonnes performances diagnostiques, donc à 91%, ce qui est assez comparable avec ce qui est décrit dans la littérature. Mais si on regarde plus précisément sur les tumeurs, donc notre indication principale, donc le tumeur T3, T4, notre performance diagnostique est vraiment excellente entre 95 et 100%. Concernant la stadification ganglionnaire, nous avons également une très bonne performance diagnostique, donc à 86%, ce qui est supérieur à celle qui est décrite dans la littérature. Alors parfois, quand même, on se trompe. Ça arrive, pas beaucoup, mais ça arrive. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc ici, il y a un bilan initial de sarcome pelvomandibulaire. Donc, on voit bien qu'il y a cette lésion hypermétabolique avec des anomalies du signal et sur l'image de fusion, donc nous avons supposé qu'il y a une atteinte d'une part de la corticale osseuse mandibulaire, mais aussi atteinte de la médulaire. Donc le patient a été opéré avec une pelvimandibulectomie et ce qui a été trouvé, c'est qu'il y avait bien une infiltration corticale. Par contre, il n'y avait pas d'atteinte médulaire. Donc notre stadification était erronée, mais finalement, en termes de sanctions chirurgicales, de toute façon, que c'était atteinte corticale ou médulaire, les patients devaient être traités par une pelvimandibulectomie. Alors on va terminer avec un tout petit point concernant la correction d'atténuation pour les images acquises dans la région cervico-faciale. La méthode dont on a à notre disposition pour faire cette correction d'atténuation, c'est la méthode qui repose sur une segmentation de la séquence Dixon, comme vous l'a dit tout à l'heure Marie-Odile, et qui permet de générer une carte d'atténuation qui prend en compte les tissus mous, qui prend en compte la graisse ici et l'air, mais qui en revanche ne prend absolument pas en compte l'os, qui pourtant est bien présent dans cette région. Donc on s'attendait en faisant cette correction d'atténuation-là à avoir un impact sur la mesure du métabolisme, sur les images TEP. Mais on a voulu l'évaluer. On a évalué dans le même temps une autre méthode proposée uniquement pour la recherche, qui est la méthode donc, qui
passe par une segmentation d'une séquence IRM à temps d'écho court et qui permet, elle, de générer un signal osseux, donc de prendre en compte l'atténuation par l'os, mais qui permet aussi de prendre en compte l'atténuation par les tissus mous, mais qui en revanche ne prend pas en compte la graisse. Donc ensuite, en collaboration avec GIE et puis toutes les personnes qui sont indiquées ici, eh bien, une autre méthode a été évaluée combinant les deux précédentes. Et ce sont ces résultats-là que je vais vous montrer, qu'on a évalués sur un tout petit groupe de sujets, 11 pour être honnête, 11 sujets pour lesquels nous disposions du scanner sans injection et qui nous permettait de reconstruire les images et nous servir de référence. Alors, cette analyse a été faite donc sur ces 11 sujets avec des régions d'intérêt qui ont été placées à la fois sur des territoires qui étaient totalement sains, donc à la fois des tissus mous, mais également bien évidemment des os, les fosses nasales, le cavum, et aussi sur un ensemble de lésions tumorales. Ensuite, on a calculé des pourcentages de différence en termes de SUV en prenant comme référence les quantifications obtenues sur les images TEP corrigées de l'atténuation avec le scanner. Et la ligne qui est ici en surbrillance vous correspond en fait à la ligne sur laquelle le biais quantifié est nul. Et l'axe vertical ici vous montre soit une surestimation du métabolisme allant de 0 à 60%, ou au contraire en dessous, une sous-estimation du métabolisme après la correction d'atténuation. Voici les résultats très brièvement. La méthode implémentée en clinique, heureusement, montre qu'il n'y a pas d'impact de quantification sur les lésions tumorales. Alors attention, il y a vraiment très très peu de sujets quand même. Non plus sur la quantification des tissus mous. En revanche, il y a très clairement une sous-estimation du métabolisme de 30% sur la mandibule, les maxillaires, etc. Ce qui était le résultat attendu. Et vous voyez d'ailleurs ici que sur la carte d'atténuation, la mandibule est remplacée par de l'air. Ensuite, la ZTE. Alors la ZTE, finalement, elle entraîne globalement une surestimation du métabolisme qui n'est pas très très importante sur les lésions, sur les tissus mous, et en revanche, elle entraîne elle permet une quantification relativement correcte sur les structures osseuses. Alors par contre, il y a clairement des régions où ça ne fonctionne pas, la mastoïde, qui est vraiment une structure très hétérogène et qui met en échec les algorithmes de correction. Et puis voilà, finalement la méthode qui nous a apporté le plus de satisfaction, c'est celle qui combine les deux. Elle est représentée ici par le tracé vert et c'est vraiment de loin celle qui finalement nous permet d'avoir le métabolisme, une quantification la plus proche de celle fournie par le scanner. Donc juste pour conclure très brièvement, il est clair que ces examens-là sont maintenant, pour nous, vraiment faisables en clinique, mais quand même, on maintient nos efforts pour ne pas avoir des temps d'examen qui soient vraiment, vraiment trop longs, donc c'est toujours une course contre la montre. Il y a vraiment un gain en termes de précision diagnostique, d'une part parce que c'est une approche multiparamétrique, mais aussi, c'est vrai, parce que les examens sont analysés conjointement par un radiologue et par un médecin nucléaire. Et puis je terminerai par le confort du patient, encore une fois, qui vient passer 2 examens en une seule session. Voilà, je vous remercie.